C'est pour ça que je t'ai dit ça de suite. Ok, ça marche. Bon, on va être en direct avec le docteur Pierre Bouza, qui n'a pas pu venir. Donc on va faire ça en visioconférence. Voilà. Merci. C'est bon Pierre, tu peux y aller. Merci beaucoup. Désolé donc pour mon absence. Donc j'aurais essayé de faire ça en visio. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé, mais c'est des grèves à l'aéroport de Lyon sur le personnel au sol qui m'ont empêché de venir. Donc on a trouvé cette solution de faire ça en visio et j'espère que je pourrai répondre à vos questions à la fin du topo. Donc en fait, l'idée c'est de vous montrer un petit peu l'intérêt des réseaux de soins en traumatologie et de vous parler donc de l'exemple de trauma système que l'on a mis en place dans notre région, que l'on appelle le TRENO, qui concerne à peu près l'arc alpin, c'est-à-dire qui va de Annecy au nord jusqu'à Gap au sud. Et donc pour contextualiser un peu l'intérêt des réseaux, voilà un petit peu la logique derrière. Je vais vous raconter deux histoires en fait. Alors la première histoire, ça se passe dans la fin des années 60 aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam. Les autorités se sont rendues compte qu'on avait plus de chances de mourir au centre-ville, par exemple, des États-Unis, plutôt que de mourir sur un champ de bataille. Et à partir de là, l'État américain a décidé d'organiser la traumatologie civile comme la traumatologie militaire, c'est-à-dire des gros trauma centers et des hélicos qui vont chercher les malades blessés pour les ramener au trauma center. Et c'est le début de ce qu'on appelle les trauma systèmes. À la fin des années 80, au début des années 90, il y a un autre événement marquant pour la création des réseaux de traumatos. C'est le sportif que je vous ai mis ici en bas, qui s'appelle Victor Davis. C'est un grand nageur canadien qui a gagné de nombreuses médailles d'or et qui en fait s'est fait renverser à Québecville en sortant de boîte de nuit, à Montréal pardon, et il est mort d'un extradural puisqu'il a mis plus de 6 heures à rencontrer un neurochirurgien alors qu'il était au centre-ville. Et à partir de là, le Québec a décidé de s'organiser également en réseau de soins pour que justement les victimes de traumatismes graves puissent aller directement au bon trauma center. Et donc vous voyez là sur cette diapo qu'au fur et à mesure qu'ils ont pris des décisions institutionnelles, c'est-à-dire par exemple le gouvernement décide que le trauma est une priorité, une désignation des centres, des guidelines, des algorithmes d'orientation des patients, vous voyez que la mortalité diminue petit à petit, c'est-à-dire qu'elle est passée de 50% pour des ISS supérieurs à 15 au début des années 90 à moins de 15%, autour de 10% au début des années 2000. Et ça, uniquement, finalement, en prenant des décisions organisationnelles, pas spécialement en changeant la façon de manager les patients. Alors, heureusement, en France, on part pas à 50% de mortalité pour les ISS supérieurs à 15. On est actuellement plutôt autour de 15-20%. Mais on a encore de la marge d'amélioration et probablement que cette marge d'amélioration passe par l'organisation des réseaux de soins en traumatologie. L'autre raison pour laquelle il faut faire des réseaux de soins, c'est qu'il y a un impact direct des trauma centers et de l'organisation en trauma center sur la mortalité. C'est un papier publié en 2006, donc un papier désormais ancien, mais qui est un peu le papier Princeps fait par Hélène Mackenzie, qui a montré l'intérêt des trauma centers pour la réduction de mortalité. Vous voyez, les barres blanches, c'est la mortalité en trauma center. Les barres bleues, c'est la mortalité des patients qui ne sont pas admis en trauma center. Et on voit que pour les patients les plus jeunes, pour les patients qui ont des scores de gravité élevés, score AIS au moins 5 ou 6, on voit un gain de mortalité dans les trauma centers de niveau 1. Donc, probablement qu'il y a un effet non seulement bénéfique de l'organisation des soins, mais aussi de l'admission des patients les plus graves dans des trauma centers de niveau élevé. C'est non seulement bénéfique sur la mortalité, mais il y a aussi un meilleur devenir fonctionnel dans les niveaux 1. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une filière de soins traumatisés graves, ça s'arrête pas à la prise en charge hospitalière, il y a toute la réhabilitation qui va avec. Et en fait, de faire rentrer très tôt
le malade dans un pipeline de traumatologie grave, ça garantit également que le patient va bénéficier d'une bonne rééducation. Et ce papier montrait bien qu'il y avait un meilleur devenir fonctionnel pour les patients traumatisés les plus sévères dans les centres de niveau 1. Lorsqu'on regarde également ici les lésions qui bénéficiaient le plus de l'expertise du centre de niveau 1, mais finalement c'est les lésions complexes. C'est-à-dire ces lésions graves du foie, les lésions cardiovasculaires, les lésions complexes du bassin et les traumatismes vertébromédulaires. Donc pour les patients les plus complexes, les plus graves, il y a non seulement un gain de mortalité, mais il y a probablement un gain sur le devenir fonctionnel et lié à la réhabilitation précoce de ces patients. Alors, voilà un petit peu comment c'est organisé. On va faire un petit tour d'horizon des différentes façons à travers le monde de s'organiser. Là ici, voilà un petit peu la façon de faire aux États-Unis. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de médicalisation préhospitalière. Il y a une paramédicalisation sur des paramédics qui font le tri en préhospitalier. Et eux, leur système est assez simple, c'est-à-dire que ici vous avez 4 étapes et qui vous dit si vous à chaque étape, donc c'est plutôt des arguments physiologiques, anatomiques, anamnestiques et puis enfin des circonstances particulières. Et à chaque fois, ça vous dit si vous devez aller au trauma center ou pas. Donc les paramédics sur les lieux, en fonction de ces critères, ils sont très binaires, appliquent je vais au trauma center ou pas. Ces critères, ils sont régulièrement mis à jour. Ils sont évalués par la SCOT qu'on appelle, donc c'est l'American College of Surgeons et c'est le Committee on Trauma et qui développe chaque année dans des guidelines qui réévaluent cet arbre décisionnel. Ces patients donc sont admis dans les trauma centers de niveau 1. Moi j'ai eu la chance d'aller à ce trauma center aux États-Unis, qui est le Shock Trauma Center, qui est le premier trauma center aux US, historiquement et en termes de volume aussi. Il est dans le Maryland, à Baltimore. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que donc sur ces données donc du préhospitalier, les patients sont adressés au trauma center et ils ont développé une couverture par hélicoptère de manière très importante, c'est-à-dire qu'il y a 7 hélicoptères dans l'état du Maryland, qui est pas très grand, mais il y a une grande densité de population, mais l'état est pas très grand. Et donc il y a 7 hélicoptères qui vont chercher les victimes et les ramènent au trauma center. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce système, c'est que le financement des hélicoptères est fait par les vignettes des voitures, c'est-à-dire que lorsque vous payez votre assurance pour la voiture, vous cotisez pour le trauma center et donc c'est des moyens directement qui vont au trauma center à une époque où le consentement à l'impôt, la parfaite transparence sur où va l'argent est de mode. C'est un système assez intéressant, c'est-à-dire du moment que vous prenez votre voiture, vous êtes potentiellement un patient traumatisé grave, donc vous cotisez pour le trauma center. Ils ont bien entendu des critères de performance associés, c'est-à-dire comment on juge de l'efficacité d'un réseau de soins. C'est des critères qui sont classiques, donc on définit le sous-triage. Le sous-triage, c'est la proportion de patients graves qui n'arrivent pas dans le bon trauma center. Et la SCOT définit cette proportion qui doit être comprise entre 5 à 10%. Et puis il y a aussi la notion de surtriage, c'est-à-dire c'est pour le coup des patients pas très graves qui embouteillent le trauma center, c'est-à-dire qui vont au trauma center alors qu'ils en ont pas besoin. Et là vous voyez que l'overtriage, les cibles d'overtriage dictées par la SCOT sont autour de 40 à 50%. Et donc ce sont des recommandations qui sont essentiellement basées sur l'ISS, donc sur un score de gravité, et le niveau des trauma centers aux US. Donc c'est, quand on s'intéresse au réseau de soins, ces notions de sous et de surtriage, c'est une notion extrêmement importante à comprendre pour l'évaluation. Ensuite, il y a d'autres indicateurs de performance. Alors ça, c'est vraiment à une époque de benchmarking, c'est du benchmarking extrême. Là, c'est par exemple la comparaison des différentes mortalités selon les trauma centers. Et donc vous voyez une publication où en fait chaque barre ici est la mortalité observée dans un trauma center. Et donc finalement ça permet d'avoir un indice de qualité du trauma center. Et donc si un trauma center est très éloigné de la moyenne ou en dessous de la moyenne, ce sont des indicateurs qui font dire il faut aller voir ces centres pour comprendre ce qui se passe, etc. Donc c'est un autre indicateur de performance. Il y a l'undertriage, l'overtriage, et puis il y a la performance de chaque trauma center avec la mortalité observée et souvent que l'on compare avec la mortalité prédite par des scores de traumatologie.
Et enfin, le dernier indicateur de performance, c'est la notion de mortalité évitable. Donc, c'est des analyses de mortalité évitable. Il y a différentes classifications des erreurs qui existent. Celle-là, celle de la Joint Commission on Standardized Methodology, c'est une qui est assez développée. Là, par exemple, dans ce trauma system américain, donc dans une des provinces, dans un État aux États-Unis, il y avait 8% de morts évitables, ce qui est assez peu. Et il classifiait les erreurs selon 5 domaines, type, impact, domaine, cause, prévention. Mais le chiffre à retenir, c'est que voilà, grosso modo, il retrouve 8% de morts évitables, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est très très bas quand on compare à la mortalité évitable, notamment en Europe. Alors en Europe, qu'en est-il des réseaux de soins? Comment ils se sont développés? Je dirais que le réseau actuellement le plus développé et qui nous ressemble beaucoup, ce sont les Allemands. Donc les Allemands, eux, ont développé un réseau de soins en traumatologie depuis les fins des années 90. Et pourquoi c'est assez similaire à nous? Parce que finalement, ils sont dans la même problématique que nous, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de centres hospitaliers et que donc il a fallu les grader. On n'est pas dans une façon nord-américaine de penser, c'est-à-dire un gros trauma center et puis rien autour. Là, c'est beaucoup d'hôpitaux qui interagissent. C'est un réseau qui est inclusif, c'est-à-dire qui se mettent à la disposition du réseau selon leurs moyens. Et vous voyez, en fait, il y a des zones de ces réseaux. Donc, c'est plusieurs, chaque l'Inde a fait à son réseau et il y a de la coopération inter-réseau. Donc, ils ont mis énormément l'accent sur les transports interhospitaliers. Il y a une démarche de certification, c'est-à-dire que pour être trauma center, il faut avoir un certain nombre de garanties. Et ça fait une addition comme ça de 55 réseaux et 900 trauma centers. Et eux, comment ils financent tout ça? C'est assez intéressant, c'est-à-dire que ils demandent pour que les établissements soient labellisés Trauma Center, les établissements participent au réseau, c'est-à-dire qu'ils payent au réseau pour participer au Trauma Center, puisque finalement c'est un élément important pour l'accréditation, donc ils vont payer en fait pour participer au réseau de soins. Et donc ça fonctionne assez bien. Ils ont notamment un registre également d'épidémiologie qui est le DGU qui marche très bien avec de nombreuses publications et c'est vrai que c'est quand même à peu près philosophiquement et géographiquement les plus proches de nous. Bien entendu, il y a les Anglais qui ont développé le TARN, Trauma Audit and Research Network, c'est sur le trauma, donc essentiellement développé au début en Angleterre. Il y a une revue complète de ce réseau qui a été publiée dans le British Journal of Anesthesia en août 2014. Donc si vous êtes fan de ce réseau, vous pouvez aller voir ce réseau de soins. Eux, ils ont une philosophie très américaine. Les Anglais copient beaucoup ce que font les US, ou si ce n'est l'inverse. Et là, vous voyez donc des gros centres de niveau 1 assez isolés, et donc des politiques de rapatriement des patients vers des gros trauma centers isolés, avec des délais de transport du coup de moins de 45 minutes, c'est-à-dire une victime doit être à moins de 45 minutes d'un trauma center en temps de vol hélico, et donc des équipes héliportées, souvent médicalisées, qui vont chercher les patients traumatisés pour les ramener dans ces trauma centers de niveau 1. Et tant qu'on est à moins de 45 minutes d'un trauma center de niveau 1, on va toujours au trauma center de niveau 1. Donc ça, vous voyez, c'est l'organisation anglaise. Alors en France, où on en est de toutes ces réflexions, où on en est des réseaux régionaux, des réseaux de soins nationaux, il existe des réseaux de soins souvent régionaux. Il y en a quelques-uns qui ont été développés. Le nôtre est le plus ancien, le réseau Trenault, mais il y a d'autres réseaux, PACA, ils ont constitué des réseaux. Je sais que à Angers également, ils ont fait des réseaux. Enfin, un peu partout, les réseaux de soins se développent. Et puis il y a des registres nationaux également et des initiatives nationales. Et la TraumaBase, donc qui initialement recueillait des données sur les patients admis dans les trauma centers parisiens, s'est constituée et maintenant a pour volonté de petit à petit devenir une base de données nationale. Et donc tous les centres participeraient au recueil de données cliniques des patients traumatisés graves. Donc vous voyez qu'il y a des réseaux d'un côté qui sont assez régionaux et un registre qui est la TraumaBase, qui a une volonté au début régionale, mais qui a une volonté de devenir nationale. Alors nous, voilà un petit peu notre méthode que nous avions fait il y a quelques années. Le réseau Trenault, c'est le début du réseau en 2007, donc ça fait 12 ans qu'il fonctionne.
Voilà un petit peu la stratégie qu'on avait. Au début, on a parti sur une identification des problèmes, hein. Dans notre région, en fait, on a des grandes variations saisonnières, on a une incidence de la traumatologie qui est double sur notre territoire par rapport au territoire national, avec des grosses variations saisonnières, ce qui fait des afflux de victimes assez importants. Et donc notre idée, ça a été d'identifier les problèmes pour ensuite établir ensemble qui peut faire quoi, c'est-à-dire quel hôpital peut faire quoi. À partir de là, on a fait des procédures d'orientation des patients. On a fait des procédures de soins pour essayer d'homogénéiser la prise en charge de ces patients, notamment homogénéisation de la réalisation du body scan injecté, des choses comme ça qui ont vraiment changé les pratiques. Ensuite, faut toujours pareil, il faut communiquer, c'est-à-dire on a fait des procédures en ligne, beaucoup de formations, on a un congrès régional une fois par an pour justement disséminer toutes ces informations, c'est-à-dire procédure d'orientation, procédure de soins. Et puis on a développé en parallèle un registre régional pour en fait qui est un registre qui a été plutôt pensé dans le sens évaluation des pratiques professionnelles et donc pour faire un retour de terrain aux praticiens. Et donc à partir de ces retours de registre, adapter toujours les procédures. Donc on a une sorte de cercle vertueux comme ça qui nous permet d'essayer d'avancer. Voilà un petit peu la chronologie du réseau. Vous voyez qu'en fait on a besoin de temps. Si on regarde le premier meeting de mise en place du Treno, c'est décembre 2006. En 2009, le réseau était opérationnel et le registre également a démarré en 2009. En 2011, le Résuval nous a rejoint, le réseau de Lyon. Puis ensuite, vous voyez que ça évolue. La dernière mise à jour de la procédure de triage, c'est 2017. Et actuellement, en 2018, on est à la fusion en fait des différents réseaux de la région ARA, c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes, pour aboutir à un réseau commun au niveau de toute la région. La philosophie de ce réseau de soins, c'est de faire un mix entre ce que proposent les États-Unis et ce qu'il existe en Europe. C'est-à-dire que inspiré des États-Unis, c'est l'organisation régionale plutôt, c'est-à-dire comme les États, hein, plutôt par région. Une désignation des trauma centers qui se fait par l'ARS, une formalisation des procédures, un triage préhospitalier, donc ça c'est commun finalement avec les US. Par contre, des spécificités françaises et européennes, c'est-à-dire une expertise médicale sur les lieux, donc des procédures de triage qui peuvent être adaptées à l'examen clinique du patient sur les lieux et à des éléments de physiologie, donc du triage basé sur la clinique. Et puis, autant en États-Unis, il n'y a pas trop de problématiques pour aller au trauma center parce qu'il est tout seul au milieu d'une grande zone. Autant là, on a de nombreux centres hospitaliers et donc il fallait toujours assurer l'adéquation entre les ressources disponibles et les besoins du patient. Et évidemment, ces notions d'under et d'over triage. Alors l'under triage est complètement transposable, par exemple, à notre système puisqu'il faut éviter que des patients très graves arrivent dans des centres peu appropriés. Autant la notion d'over triage dans un réseau français, elle est étrange parce que finalement, on imagine bien que par exemple, si vous travaillez dans un CHU à Grenoble, vous n'allez pas refuser des patients pas graves s'ils relèvent de votre zone géographique. Donc finalement, cette notion d'over triage est un peu artificielle pour des réseaux français. Mais en tout cas, voilà, la philosophie, c'est un mélange entre l'expertise médicale sur les lieux et des choses assez procédurées à la façon américaine. En ce qui concerne l'organisation du réseau, voilà un petit peu la désignation des centres. Voilà un petit peu les différents centres hospitaliers qu'il y a disponibles dans notre réseau. Vous voyez qu'on a plutôt une problématique de riche, hein, c'est-à-dire que sur 300 km de large, il y a énormément d'hôpitaux. On a énormément de moyens héliportés, puisque vous voyez que chaque petit carré est un hélico. Donc il y a vraiment énormément de moyens. Et on est plutôt dans essayer de catégoriser les centres. Donc vous voyez les niveaux 1 qui sont les triangles rouges, donc on a 2 centres de niveau 1 qui sont Annecy et Grenoble, on a des centres de niveau 1 qui sont hors réseau Treno mais qui sont aussi sollicités de temps en temps, Genève, Lyon, et puis après un centre de niveau 2 qui est Chambéry, et puis ensuite toute une myriade de niveau 3, plutôt situés au pied des stations, et qui permettent d'accueillir les patients les moins graves. Donc vous voyez, ça c'est par exemple un exemple de stratification de niveau en fonction de la géographie. Ça, c'est le cahier des charges de la catégorisation des centres. Vous voyez qu'un niveau 1, c'est un centre qui peut tout faire, qui a à peu près le plateau technique le plus étendu.
A contrario, le niveau 3, c'est un centre qui a peu de moyens pour guérir définitivement les lésions, mais qui a des moyens d'imagerie, avec un scanner en coupe 24-24, faire l'imagerie en coupe 24-24. Et puis il y a le niveau intermédiaire, le niveau 2, qui est finalement entre les deux, c'est-à-dire par exemple c'est un centre qui a une expertise chirurgicale mais qui n'a pas d'embolisation, ou un centre qui a de l'embolisation mais pas de neurochirurgie. Bref, c'est vraiment le niveau intermédiaire entre le niveau 1 et le niveau 3. Donc ça c'est notre dernier cahier des charges validé par la région Rhône-Alpes-Auvergne pour la labellisation des centres niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc, ce qu'on a fait sur l'extrême ici est de la région, ben maintenant, on est amené à le faire sur l'intégralité de la région ARA. Et vous voyez qu'il y a énormément de centres, de villes, et qu'il va falloir classer également ces centres. Alors, cette classification, elle dépend de la géographie énormément et de la densité de population. Là, vous voyez, c'est la densité de population, par exemple, dans notre région, et on voit bien où vont être les besoins en trauma center. Associé à ça, il faut toujours penser aux variations régionales. Quand on est dans des zones, par exemple, très touristiques, si on prend nous, par exemple, le Nord-Alpes, c'est vrai que là, il y a peu de densité de population, mais les vallées de la Maurienne, les vallées de la Tarentaise, l'hiver, c'est énormément de millions de personnes qui viennent dans nos régions, et autant de patients traumatisés potentiels, puisqu'ils viennent faire des sports à risque. Donc voilà un petit peu, il faut à la fois tenir compte de la démographie, de l'expansion de la population sur cette zone, mais aussi tenir compte des variations saisonnières. Et voilà maintenant, le travail est maintenant achevé, donc ça c'est ce qui a été validé par l'ARS. Voilà un petit peu les différents niveaux des centres. Donc vous voyez que là où on a des trous, on a essayé de mettre des niveaux 2, comme par exemple vers le sud, vers la Dèche et la Drôme, il y a Valence qui est niveau 2. Dans l'Auvergne, il n'y a qu'un trauma center de niveau 1 pour une grande zone géographique. Donc là, on va essayer de mettre l'accent plutôt sur les moyens pour pouvoir amener au centre de niveau 1, notamment héliporté. Donc à chaque région, en fait, ses propres problématiques, et je ne crois pas qu'on puisse transposer un modèle complet d'une organisation de réseau à une autre région. Il faut toujours s'adapter à la géographie, à la densité des centres hospitaliers et de la population. L'orientation dans le réseau, comment s'organiser en France pour orienter les patients. Il y a une première réponse qui sont les critères de Vittel. Critères de Vittel qui sont anciens maintenant, qui datent de 2002, et qui répondent à la question, est-ce que mon patient est suspect d'un traumatisme sévère ou pas? En fait, les critères de Vittel, ils sont bien, mais ils répondent pas à la question de l'orientation spécifique. C'est-à-dire qui je dois amener en niveau 1, qui je dois amener en niveau 2, qui c'est que je dois amener en niveau 3. Là, il n'y a pas de réponse claire, c'est plutôt une réponse binaire. Est-ce que mon patient a un trauma sévère, oui, non. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de plutôt partir sur une gradation de gravité des patients. Alors, c'est-à-dire à partir des critères de Vittel, on les a réorganisés pour essayer de distinguer 3 catégories des patients. Donc le patient grada, c'est le patient qui est instable à la prise en charge par le SAMU et qui n'a pas bien réagi aux thérapeutiques instaurées, c'est-à-dire qu'il reste instable malgré les thérapeutiques. Le patient grade B, c'est un malade qui était instable et qui s'est stabilisé en termes de réponse hémodynamique, respiratoire ou neurologique. Ou le patient qui a des spécificités anatomiques, c'est-à-dire des lésions potentiellement graves comme les suspicions de traumatisme vertébro-médulaire, suspicions de trauma du bassin, les amputations hautes. Et puis enfin, il y a le patient grade C, qui est le patient qui était stable à la prise en charge du SAMU et qui est resté stable, mais qui a des arguments de gravité sur soit la cinétique, soit sur le terrain, c'est-à-dire les âges extrêmes de la vie, les patients sous anticoagulants, les patients qui ont des troubles d'hémostase, les femmes enceintes. Donc voilà un petit peu une classification ABC qui revêt une certaine gravité. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde la mortalité de ces patients, rien qu'en les cotant avec ce A, B ou C, ça colle assez bien avec la mortalité. C'est-à-dire qu'un grade A, il y en a assez peu dans le réseau, mais vous voyez qu'ils meurent beaucoup à 40%, ils ont plutôt des ISS élevés. Les grades B, il y en a un peu plus, ils meurent moins, et ils ont quand même des gravités encore élevées. Et enfin, les grades C, c'est la plus grande proportion de malades dans le réseau. On admet beaucoup de malades qui ont juste des arguments de cinétique, de gravité, ils ont des ISS plus bas, et heureusement, ils meurent assez peu. Mais vous voyez qu'en juste en utilisant cette gradation simple, A, B ou C, on a quand même une petite idée de la mortalité de ces patients, et donc ça justifie de bien orienter ces patients, A, B ou C, différemment, selon les niveaux des centres. Et donc, associé à cette gradation préhospitalière, associé à la labellisation des centres en niveau 1, niveau 2, niveau 3,
on a fait des algorithmes décisionnels qui, ça c'est le dernier en vigueur dans la région, qui dicte un peu du plus grave vers le centre de niveau le plus élevé, à condition qu'il soit pas trop loin. Donc on s'est mis une différence entre niveau 1 et niveau 2 de 15 à 30 minutes, c'est-à-dire si un temps de transport, si vous êtes par exemple à 20 minutes d'un centre de niveau 1 ou à 20 minutes d'un centre de niveau 2, vous allez préférentiellement au centre de niveau 1 pour malades graves, c'est-à-dire un grade A ou un grade B. Pour les grades C, bien sûr, on peut aller n'importe où, dans n'importe quel centre hospitalier doté d'un scanner. Donc vous voyez, il y a un algorithme décisionnel qui peut être spécifique à chaque région, associé à une gravité des patients et des niveaux de centre. Alors concernant les indicateurs de performance de notre réseau, voici un des papiers qu'on avait fait en 2015 qui montre la proportion d'under-triage, donc de sous-triage, et d'over-triage, c'est-à-dire de sur-triage dans notre réseau. Et comment, en utilisant tout simplement cette gradation ABC et cet algorithme décisionnel ABC vers les centres de niveau adapté, on pouvait diminuer ces deux critères. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ici, par exemple, chez les patients gradés, lorsqu'on utilise l'algorithme de gradation ABC avec l'algorithme de décision, vous voyez qu'on a un taux de sous-triage qui est de 8,5%, c'est-à-dire qui est acceptable selon les critères de la Scott. Par contre, lorsqu'on n'utilise pas l'algorithme de triage et qu'on ne grade pas les malades, on est à 25% d'under-triage, c'est-à-dire un patient sur 4 qui est mal dirigé. Et donc, vous voyez la pertinence d'utiliser des procédures standardisées d'évaluation de gravité et d'orientation des patients, c'est qu'on diminue considérablement le sous-triage, c'est-à-dire qu'on diminue la proportion de malades qui va vers un centre non adapté. A contrario, on a tendance à augmenter l'over-triage. Si le prix de vouloir diminuer le sous-triage, mécaniquement, on augmente un peu l'over-triage, c'est-à-dire qu'on augmente la proportion de malades pas graves dans le trauma center de niveau 1. Mais finalement, c'est pas très grave, ça je dirais. L'essentiel, c'est surtout quand même de diminuer l'under-triage. Donc vous voyez qu'il y a quand même un effet clair et net sur cet indicateur de performance qui est l'under et l'over-triage, d'utiliser une gradation de la sévérité des patients et des algorithmes de décision qui vont avec. Concernant la mortalité évitable, donc ça c'est un papier qu'on a publié l'an dernier. Voilà un petit peu la mortalité évitable dans le réseau. Vous voyez qu'on est encore élevé, on est à 21% de morts évitables. Alors, il y a de la mortalité sûrement évitable, c'est les cadres bleus foncés. Par contre, en bleu clair, c'est des décès potentiellement évitables, ça c'est un peu plus incertain. Donc on est plutôt à 8% sûr de mortalité évitable, et après jusqu'à 21% de mortalité probablement évitable et mortalité évitable. Et ce que vous voyez, c'est que il y a quand même encore toujours des erreurs classiques, c'est-à-dire un délai préhospitalier trop long avec borné à 1 heure sur place, des erreurs de triage, c'est-à-dire des patients qui vont pas au bon endroit, il y a aussi des erreurs en intra-hospitalier, c'est-à-dire des procédures de damage control qui sont pas réalisées, des mauvaises décisions thérapeutiques, des mauvais diagnostics, certains patients qui vont au scanner alors qu'ils sont instables et qui meurent au scanner, et puis parfois des patients qui ont des problèmes sur l'airway. Donc on retombe un peu sur les mêmes mortalités évitables décrites dans la littérature, mais en France on est quand même encore assez élevé, et même dans notre réseau qui tourne quand même depuis 2007, on a encore une proportion de malades qui doivent normalement ne pas mourir, et notre objectif c'est de réduire ce nombre. Un des éléments clés, à mon avis, pour le succès d'un réseau de soins en traumatologie, c'est de pouvoir communiquer l'imagerie d'un centre à l'autre. La téléexpertise, je pense, c'est un point majeur dans notre réseau. C'est-à-dire qu'on peut se connecter depuis notre centre hospitalier et consulter les images qui sont faites dans n'importe quel centre hospitalier du réseau à l'aide d'une plateforme qui est Nexus. Et ça permet comme ça de mieux orienter les patients. C'est-à-dire que longtemps, on peut voir le réseau comme une façon de dire on va ramener les patients les plus graves vers les centres de niveau 1, mais c'est aussi une façon de laisser des patients qui peuvent être traités dans des centres de niveau inférieur. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, c'est un patient de 27 ans qui fait une chute en station, qui arrive dans un centre où il n'y a pas de neurochirurgie, parce qu'il est Glasgow 13 initial, orienté de manière adapté vers un centre assez proche, puisqu'il n'avait pas de critères de gravité initial, il devait être plutôt 14 initialement, et puis rapidement il dégrade son Glasgow, puis il a un énorme extradural, et il est décidé en accord avec les neurochirurgiens, en visualisant les images, de faire une trépanation dans le centre hospitalier où il est admis, parce que sinon il va mourir, et de le transférer ensuite pour finir le geste neurochirurgical. Donc ça c'est par exemple, l'imagerie a permis de prendre la décision collective de trépaner ce patient.
Et puis là, un autre exemple, là, cette fois-ci c'est un autre extradural, cette fois-ci c'est un enfant de 10 ans renversé par une voiture. Il est Glasgow 12, il est dans un centre hospitalier aussi qui n'a pas de neurochirurgie. Là, clairement, on regarde les images d'un chirurgien, on dit attention, hein, cet extradural, il est situé près du sinus longitudinal supérieur. L'enfant est encore Glasgow 12, pas d'évacuation de l'extradural, on le transfère à Grenoble et là on l'opérera de son hématome extradural. Donc voilà, le tableau clinique plus l'image permet souvent de prendre des décisions mieux adaptées aux patients. Et puis parfois, donc là c'est des cas où on a plutôt récupéré les patients, puis parfois on va laisser les patients dans des centres de niveau inférieur. Là par exemple c'est un patient qui est traumatisé thoracique, avec de nombreuses fractures de côte, une fracture de coude ouvert qu'il va falloir opérer, et sur le scanner injecté, cette image-là, et le radiologue sur place dit ah je veux un doute quand même sur une rupture de l'isthme aortique. On fait voir les images par nos radiologues chez nous. Ils disent bah non, c'est pas un traumatisme de l'isthme aortique, c'est juste un reliquat en fait de ligament artériel. Il n'y a pas de rupture de l'isthme. Le patient peut rester dans le centre où il peut être opéré de son coude et gérer par exemple en unité de soins continus pour son traumatisme thoracique. Donc c'est vraiment une façon aussi de laisser des patients sur place grâce à la téléexpertise. Ça évite de ramener des patients pour juste regarder une image par un radiologue et renvoyer le patient ensuite dans le centre. Ce qui est très important également, c'est de pouvoir communiquer facilement de senior à senior. Il faut faciliter les transferts interhospitaliers. Donc on a des lignes dédiées. Donc on a ici, je vous ai mis la ligne de Grenoble, la ligne d'Annecy, les deux centres de niveau 1. C'est toujours des seniors qui ont ce numéro de téléphone, c'est jamais des internes. Et c'est toujours eux qui répondent pour donner un avis éclairé sur de la traumatologie grave, à savoir est-ce que je dois rapatrier le patient. Ça peut être même un conseil en préhospitalier sur ce numéro. Au début, quand on a mis ce numéro en place, les gens se sont dit mais ça va être terrible, on va être rappelé sans arrêt. Puis en fait non, hein. En pratique, les gens n'appellent pas pour rien. Et clairement, on a un numéro qui est très utile puisque ça permet de faire un contact de senior à senior. Et plus le transfert d'image, de prendre les bonnes décisions pour le patient, si par exemple c'est un patient qui est dans un centre de niveau, qui n'est pas dans un centre de niveau 1. Et puis parfois, on ne peut pas bouger le patient. Parfois, les patients les plus graves arrivent dans des centres hospitaliers parce qu'ils sont amenés par exemple, par leurs propres moyens, hein, par la famille, ils sont amenés dans le centre de proximité. On ne peut pas bouger le patient. Et là, dans ces cas-là, il faut savoir essayer de projeter les moyens du centre hospitalier universitaire vers le centre hospitalier périphérique. Et donc, on a une procédure de renfort interhospitalier. C'est-à-dire on laisse le patient sur place et on déplace le chirurgien, le radiologue, l'anesthésiste réanimateur éventuellement sur le centre hospitalier pour essayer de ramener le patient ensuite vers le centre de niveau 1. Alors cette procédure on l'a utilisée beaucoup entre 2006 et 2012, hein. On a fait 7 interventions dont 5 patients traumatisés graves qui étaient intransportables. Certains avaient des traumatismes du pelvien. Et en fait on a proposé une technique de sauvetage qui a permis 3 survies, alors que c'est des patients je pense qui seraient morts sans ça. Un des exemples caractéristiques, c'est ce patient à droite, hein, c'est un traumatisme thoracique historique, un accident de moto survenu à Briançon, avec un traumatisme thoracique tellement grave que le patient était inventilable, plusieurs arrêts cardiaques, pas de problème hémorragique. Et donc on s'est déplacé sur place, posé une ECMO, ramené le patient sous ECMO, et là vous voyez son scanner, le patient a survécu, hein. Et ça, c'est son scanner de contrôle quelques mois après. Il a complètement, c'est ça qui est impressionnant en traumato chez les sujets jeunes, hein, c'est un patient de 20 ans. Ben, vous voyez qu'il a complètement récupéré sa fonction pulmonaire et le patient est toujours en vie, il a repris ses études, etc. Donc c'est un excellent résultat et c'est des patients chez qui on aurait probablement, qui seraient probablement décédés sans cette procédure de renfort interventionnel. Très important, c'est la diffusion des informations, donc beaucoup de procédures assez visuelles. On a une appli également hein, du Renault, dans lequel on retrouve les procédures du Renault. Le Renault, c'est un ensemble de réseaux, il n'y a pas que la traumato, il y a aussi la cardio, la pédiatrie, enfin, il y a plein de réseaux. Et donc on a l'ensemble des procédures du réseau nord-alpin des urgences qui est sur cette appli. Et lors du congrès, bien sûr, on partage énormément d'informations. Et là, je vous ai parlé d'un exemple régional, mais quid des perspectives nationales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une volonté d'organiser la traumato au niveau national? On pourrait penser qu'on pourrait créer un comité trauma national, composé des membres de l'ASFAR, de la SFMU, des radiologues, des chirurgiens, missionnés par la DGOS, pour faire un cahier des charges et puis une supervision de la structure.
Pour le moment, on pourrait dire c'est peut-être un peu trop grand, un rêve. Peut-être qu'on rêve trop grand et que ça sera peut-être dans 20 ans. Toujours est-il qu'on a démarré une initiative nationale. Alors, on a créé de manière indépendante, sans attendre la DGOS, un groupe qui s'appelle le GIT, Groupe Intérêt pour la Traumatologie Grave. On a publié ce papier l'an dernier pour constituer un agenda pour l'organisation de la traumato en France. On a fait un édito aussi publié dans les AFMU cette année. Voilà, on a créé un groupe d'experts multidisciplinaires, des anesthésistes réanimateurs, de la médecine d'urgence, des chirurgiens, des radiologues, et ceci afin de mieux nous organiser pour essayer de vraiment avoir une vision nationale sur la traumatologie française. Et donc on essaie d'avoir des représentants d'un peu partout dans la France pour pouvoir construire tous ensemble ce futur réseau national. En tout cas, on a commencé à faire un travail d'influence. On a déjà rencontré le ministère, la DGOS, pour avancer sur au moins que la traumatologie grave devienne un axe important et fasse part de la certification des centres plus tard. Donc voilà, donc je viens de vous présenter ce trauma système qui est un peu à la française, c'est-à-dire c'est un système qui est inclusif, c'est-à-dire que tout le monde participe à la hauteur de ses moyens. Ce qui est très important, c'est que c'est un système qui a été choisi par les acteurs, c'est-à-dire que c'est les médecins qui sont mis autour d'une table, qui ont décidé de leur organisation et l'organisation ne nous a pas été dictée. C'est un système qui est évalué avec un registre et qui est évolutif, les procédures évoluent tous les ans. C'est l'exemple même, la traumatologie grave, de filière de soins multidisciplinaires. Il faut tous les acteurs, que ce soit les rééducateurs, les chirurgiens, les radiologues, les médecins d'urgence, les médecins anesthésistes réanimateurs, et multiprofessionnels, c'est-à-dire qu'il faut aussi impliquer les infirmières dans le réseau de soins, impliquer tous les personnels qui prennent en charge la traumatologie grave pour essayer d'être meilleurs. Voilà, et je remercie de votre attention, et puis je reste dispo pour des questions éventuellement. Je vais me reconnecter avec Michel. Merci. Merci beaucoup Pierre. Je te passe Stéphane en cours. Oui. Notre modérateur. Ça marche? Oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonjour Pierre, Farnham. Oui, on s'était déjà, enfin tu étais venu présenter parce que, attends, je vais me mettre à l'écart. Trauma Center. C'est bon, j'ai coupé mon micro, c'est mon micro. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, donc je disais qu'effectivement on avait pris exemple en Poitou-Charentes sur le Trauma Center comme vous l'avez fait et le réseau Traîneau, et tu l'as dit. Vous avez effectivement pas mal de choses et donc vous avez une organisation qui est meilleure. Tu m'entends toujours? Ah, messagerie orange. J'avais plein de questions pour lui, comme je suis bavard. On est trahi par la technique. Oui, tu m'entends? Je vais essayer de rappeler. Ah. Allô? Oui, c'est bon. Ouais. Parfait. Ok, donc je vais faire vite et puis demander à la salle aussi de te poser des questions. Donc tu l'as bien dit, vous avez fait votre organisation avec l'ensemble des intervenants, et moi j'ai l'impression que finalement, et ça va, tu vas voir, je vais poser la question sur le over-triage, parce que moi j'ai extrêmement peur que l'over-triage, finalement, si l'ensemble des partenaires ne sont pas dans la boucle, entraîne en fait pour les niveaux inférieurs une réduction d'activité. Et donc cette réduction d'activité entraîne finalement un cercle vicieux de ne pas plus vouloir en prendre, parce que finalement quand on ne fait pas quelque chose, on fait de moins en moins bien. Et quand il y a les gradations, la gradation peut toujours envoyer au niveau supérieur et ne pas l'envoyer au niveau inférieur, parce que finalement on se dit, et comme tu l'as bien dit, il vaut mieux avoir de l'over-triage que d'avoir de sous-triage. Donc moi j'ai un peu toujours cette inquiétude de dire finalement, on va envoyer au niveau supérieur, et nos chirurgiens, par exemple, et même les réanimateurs, parfois, ne pas suivre. Je donne l'exemple récent où le patient, quand on appelle le chirurgien, il dit je pensais que ce type de patient qui était un polyblessé et pas polytraumatisé, en disant celui-là, mais pourquoi vous ne l'avez pas envoyé au trauma center? Donc moi, j'ai cette inquiétude toujours. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et j'ai l'impression que l'over-triage peut quand même entraîner une surmortalité finalement, parce que les équipes vont être prises par certains patients qui auraient pu être traités ailleurs. Alors, c'est
c'est une très bonne remarque, hein. Clairement, la perte d'expertise, beaucoup de gens ont la crainte de ça. Pour répondre à cette question, je pense que le bénéfice pour le patient, il est quand même clair pour les plus graves d'aller chez des trauma centers qui font tout, qui ont l'habitude de faire. Donc, on peut pas décemment dire les patients les plus graves doivent s'arrêter à l'hôpital le plus proche pour maintenir la compétence. On doit plutôt réfléchir à comment on arrive à maintenir une compétence quand peut-être le volume diminue. Alors, il y a plusieurs façons de ça. Il y a d'abord la coopération avec le trauma center de niveau 1, c'est-à-dire pourquoi pas de temps en temps pouvoir bénéficier de stages, d'expertise dans ces trauma centers de niveau 1. Nous, par exemple, au déchocage, on reçoit des médecins urgentistes de l'ensemble de la région régulièrement qui souhaitent garder un niveau de compétence, se former. L'autre chose, c'est qu'aussi en préhospitalier, vous êtes toujours face à ces patients, c'est-à-dire que vous les voyez, ces patients en préhospitalier. Le trauma center de niveau 1, il ne les voit pas en préhospitalier. Donc ceux-là, a priori, vous les gardez. Et puis, voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire, il faut quand même arriver à maintenir un niveau de compétence, c'est sûr. Il faut probablement augmenter la collaboration et travailler ensemble avec le centre de niveau 1 pour éventuellement maintenir les compétences. Et puis le préhospitalier, c'est toujours vous en première ligne, hein. Donc vous avez toujours la main sur ces patients en préhospitalier. Après, c'est compliqué de garantir la compétence, par exemple, chirurgicale quand on a des faibles volumes. Là, pareil, ça peut être des accords passés avec le niveau 1, avec un praticien qui va régulièrement se former, comme il le fait d'ailleurs sur d'autres pathologies, vers le centre de niveau 1. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si ça te convient. Oui, je pense qu'effectivement, il faut que... Mais c'est pour ça que je disais au départ, dans votre organisation, vous avez fait intervenir probablement les chirurgiens dans le réseau pour qu'ils sachent que... Et ça rejoint ce que tu disais, votre travail pour que ça soit au niveau national. À mon avis, on a fait tout cela avec une volonté régionale. Et je sais qu'en Poitou-Charentes, c'est les urgentistes qui ont œuvré pour créer en fait le réseau. Ce n'était pas forcément le service de chirurgie. Alors certes, les réanimations et notamment le CHU étaient partants, mais en fait, c'était quand même une idée des urgentistes. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une adhésion de l'ensemble des chirurgiens. Et aujourd'hui, de temps en temps, effectivement, moi, mes urgentistes en préhospitalier, ils vont dire, si je l'amène, même si je pense que c'est un niveau dans lequel on peut s'en occuper, le chirurgien ne va pas vouloir le prendre en charge. Et donc, de fait, tant pis pour l'overtriage, je vais vers le niveau supérieur. Et moi, je crains toujours, parce que je sais que les chirurgiens, s'ils ne le font pas, ils en feront de moins en moins. Donc ça, à mon avis, si c'est au niveau national, avec une gradation comme ça a été fait, par exemple, pour la périnate, ça permettrait effectivement d'officialiser les choses de manière plus importante et probablement plus efficace, à mon avis. Oui, puis il faut pas pour autant se d'investir complètement de la traumatologie grave. Je veux dire, la plus grande proportion de nos patients sont quand même les patients qui arrivent grade C, hein, même dans un trauma center de niveau 1. A fortiori dans les centres de niveau inférieur aussi une grande proportion de grade C. Et ces patients, ils ont souvent des fractures, parfois des fractures ouvertes, etc. Donc il faut quand même maintenir dans la compétence l'ensemble des acteurs. Donc c'est sûr que actuellement le maintien de la compétence pour la traumatologie chez les chirurgiens, etc. c'est un gros sujet. Il y a au sein du 3e cycle d'études médicales une FST, là, une formation spécifique transversale là, qui s'est créée, qui s'appelle chirurgie de guerre, catastrophe et damage control, dont l'objectif justement est de promouvoir cette chirurgie un peu d'urgence. Donc voilà, il y a c'est sûr, hein, la chirurgie d'urgence, il n'y a pas qu'en traumato dont on a besoin tous les jours dans un hôpital. Donc il faut vraiment arriver à maintenir un niveau de compétence globale, hein, que ça soit dans tous les services. Et faut pas utiliser le prétexte de ce malade on les verra plus pour désengager complètement les gens de la notion d'urgence vitale, etc. Il faut garder quand même une compétence. Mais finalement, je pense que c'est beaucoup aussi avec le lien. Nous, ce qui a marché, pourquoi ça a marché avec nos chirurgiens, c'est parce qu'aussi ils se parlaient énormément déjà dans la région. Donc, il faut vraiment que les chirurgiens aient l'habitude de communiquer entre eux sur les cas difficiles, etc., même en dehors de la traumatologie. Et il y aura une plus forte adhésion finalement au projet global de réseau. Juste une autre question. Enfin, je pense que la salle va aussi avoir besoin, mais c'est un peu dans le même niveau. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, justement, aiderait à un triage pour envoyer à tel niveau
en disant, ben voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, comme tu le sais, les voitures vont être équipées, ils le sont de plus en plus pour savoir l'onde de choc, les impacts, etc. Tout ça, ces informations-là, on peut les avoir aujourd'hui. Et il y a certaines boîtes d'assistance qui l'ont et pas forcément les SAMU. Est-ce que tu penses que ça pourrait nous aider en disant, bah, tiens, selon tel ou tel impact, ça sera niveau 1, 2, 3, sans discussion. Est-ce que ça, tu penses que ça peut un jour être le cas? Il est évident que l'intelligence artificielle va avoir un rôle, c'est sûr. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle dans les verbatims, c'est-à-dire l'analyse finalement de la parole, etc., pour essayer de simplifier les processus de régulation. Quand on voit, il y a énormément d'enjeux, hein, c'est dans l'actualité actuellement, les centres de régulation sont saturés, etc. Comment on pourrait finalement faire des sortes de déclenchements réflexes en fait d'équipes SMUR par exemple sur uniquement des données peut-être physiologie captée par le premier qui passe et puis par aussi la voix des éléments qui sont reconnus comme des éléments de gravité qui entraîneraient le déclenchement. Donc moi je crois beaucoup à l'intelligence artificielle pour nous aider finalement à orienter les patients, à déclencher les moyens. Autre chose, l'intelligence artificielle, elle va probablement nous aider aussi dans l'analyse de nos registres. C'est-à-dire qu'on a quand on collecte comme ça énormément d'informations de registres, on peut faire après des grosses études sur des bases de données, et là l'intelligence artificielle nous sert à faire des sortes d'essais randomisés par défaut. C'est-à-dire qu'on fait, ça s'appelle l'inférence causale, c'est-à-dire qu'on peut essayer de déterminer si telle action ciblée sur telle catégorie de patients a un effet sur la mortalité, la morbidité. Et ça, c'est clairement du big data, de l'intelligence artificielle qui mouline les données et qui arrive à déterminer si une action ciblée sur une catégorie de malades a une influence sur la mortalité. Donc oui, l'intelligence artificielle, de toute façon, elle va modifier notre vie, hein. Elle l'a déjà fait et elle va continuer de le faire, et y compris dans le domaine de la santé. Mais ça sera toujours de la supervision, c'est-à-dire qu'on sera quand même les maîtres de cette intelligence artificielle, mais elle va nous aider dans la décision médicale, mais in fine, on sera toujours le cerveau qui va tout compiler, mais on peut avoir des gains de temps en rapidité, des gains de temps en rapidité d'action. On voit, il y a énormément de temps à gagner dans la chaîne de déclenchement des secours et des moyens qu'on met à disposition, et peut-être l'intelligence artificielle pourrait nous aider, par exemple, mettre un warning en disant, attention, celui-là, forte chance qu'il y ait besoin d'un hélico, machin, etc. Voilà ce que je peux dire. Merci. De la salle, est-ce qu'il y a des questions? Ah, je monte. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais juste savoir, dans le système de réseau, est-ce qu'il faut, enfin, deux versants à la question, est-ce qu'il faut l'accord du chirurgien, parce que finalement c'est lui qui prendra in fine le patient en charge. Est-ce qu'il faut son accord pour se diriger vers un niveau 1 ou alors est-ce qu'il faut, s'il lui dit « Ah non, je peux voir avec quelqu'un d'autre », parce que c'est toujours la perte de temps aussi quand on doit aller sur un hôpital dont on n'est pas vraiment à proximité, c'est que chacun s'envoie un petit peu la balle. Et puis deuxièmement, si jamais on a l'accord, est-ce que si on a besoin d'un transport, est-ce que c'est plutôt une équipe qui fait jonction avec toujours la perte de temps au moment du changement d'équipe, ou alors est-ce que pour vous c'est l'équipe qui est en place qui part sur le centre de niveau 1 avec évidemment c'est un petit peu le laisser vacant pendant un certain temps, le temps où vous êtes parti? Alors moi je suis pas très fan de la jonction, hein. La jonction, ça fait perdre d'une équipe SMUR, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc moi je suis plutôt favorable à ce que l'équipe qui prenne en charge depuis le début l'emprunt hospitalier aille directement vers le bon centre. Des malades comme ça, on n'en a pas tous les jours, hein, des graves. Donc on peut accepter de déshabiller le temps de la prise en charge une région, je pense. D'autre part, est-ce qu'il faut attendre d'avoir l'accord trauma center, etc. pour admettre un patient grave en trauma center de niveau 1? Ça doit être formalisé à l'avance, c'est-à-dire que le jour J, on ne doit pas se poser la question. La règle, c'est si le patient a besoin d'aller en centre de niveau 1, il doit aller en centre de niveau 1, le niveau 1 n'a pas le droit de dire non. Mais il faut avoir clairement défini avec le centre de niveau 1 quel patient doit y aller absolument tout le temps. Et attendre l'accord de tel chirurgien, tel autre, l'avis, ça c'est pas possible. Vous allez perdre trop de temps. Donc il faut vraiment avoir formalisé à l'avance quel patient va au centre de niveau 1. Une fois que vous avez formalisé ça, c'est clair et net, hein, tous ces patients doivent y aller.
et on n'attend pas l'accord du directeur général de l'hôpital pour envoyer un patient en centre de niveau 1. Ça, c'est clair pour moi. Ça convient, c'est bon. D'autres questions? Non, je regarde, je passe dans les rangs. Ok, ah, ça y est. Bonjour, au niveau de votre réseau pour la transfusion préhospitalière, est-ce qu'il y a une organisation aussi est-ce que c'est intégré à votre organisation? Savoir où sont, qui peut emmener des culots Pour ce qui est de la transfusion préhospitalière, on n'a pas changé nos façons de faire, là, malgré l'arrivée des premiers papiers, là, notamment sur la transfusion de plasma préhospitalier. Pour le moment, on n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur la possibilité éventuellement d'avoir du sang en préhospitalier, mais si on regarde dans notre réseau, alors qu'on a des distances parfois assez lointaines, il y a très peu de patients qui ont une transfusion préhospitalière. On a beaucoup plus mis l'accent sur la rapidité d'évacuation du patient et le rapprochement rapide vers un centre qui est capable de traiter définitivement les lésions, plus que sur la disposition des moyens sanguins préhospitaliers. Pour autant, c'est possible de le faire si notamment on sait que ça va prendre du temps, que c'est une extraction difficile, que le malade saigne, qu'il y a un bénéfice éventuellement à la transfusion préhospitalier. Là, il y a la possibilité de le faire. Mais globalement, c'est une proportion très faible de patients qui bénéficient de la transfusion préhospitalière. Moi, je suis pas un gros fan. Je pense ça prend du temps quand même de transfuser en préhospitalier. Il vaut mieux parfois ramener vite le patient plutôt que de démarrer une transfusion qui finalement, tant qu'on n'a pas arrêté le processus de saignement, est un peu vaine, quoi. Donc, c'est possible, mais à toujours déclencher dans des contextes très particuliers, c'est-à-dire temps d'extraction a priori lent ou temps de transport qui va être très long, et du coup, un début de transfusion qui peut être plus précoce. D'autres questions? Une dernière, peut-être l'hélico pour les patients hyper instables. Est-ce que tu penses, moi je me pose parfois la question de dire le patient hyper instable, quand c'est dans l'hélico, on n'arrive pas à faire plus quoi que ce soit sur certains types d'hélico, on n'a pas assez de place pour pouvoir agir. Est-ce que c'est toujours, parce qu'on dit hélico, et j'ai vu, alors vous avez quand même les montagnes, tout ça, donc je pense qu'il y a besoin, mais est-ce que c'est parfois pas dangereux? Je me pose parfois cette question. Alors, sur l'hélicoptère, nous, clairement, vous l'avez bien compris, on peut pas faire sans, parce que sinon, on aurait des distances routières qui seraient hallucinantes. Donc, je dirais que dans notre région, ça se pose pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé justement, nous, la mortalité comparée entre hélico versus ambulance. Et clairement, c'est plutôt en faveur de l'hélico. C'est-à-dire que l'hélico, quand même, gagne un peu en mortalité, même chez les malades instables. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait plus de distance pour rapprocher du bon centre, en fait. Donc, je pense qu'il est toujours pareil, il faut essayer de l'activer pour le bon patient. Je pense que tant qu'on est à moins de 1 heure, tant qu'on est à moins de 45 minutes, 1 heure de transport terrestre, ça vaut pas le coup d'avoir un hélico, faut déclencher pour des délais supérieurs. Est-ce que l'hélico fait gagner du temps? L'hélico fait pas gagner de temps. Lorsqu'on regarde les délais de transport, que ce soit hélico ou ambulance, forcément, comme on va plus loin en hélico, finalement, on va mettre autant de temps de médicalisation préhospitalière qu'on soit en hélico ou en ambulance. Donc je dirais que le malade instable, il est finalement autant en danger dans l'hélico que dans l'ambulance de réanimation, puisque finalement il va y passer le même temps. C'est sûr qu'on a moins accès aux patients, mais si l'hélico vous permet de faire plus de distance et d'aller directement au bon centre, à mon avis, c'est le bénéfice est clair à l'hélico. C'est vraiment ça, c'est toujours cette balance entre le bénéfice et le risque. Je ne peux pas vous donner une attitude uniciste pour tous les patients. Je dirais que quand on a des délais de transport de plus de 45 minutes, 1 heure, voiture, il vaut mieux utiliser l'hélico. Ok, merci beaucoup. Merci de ton intervention. On peut l'applaudir, il va entendre l'applaudissement. Oui, Pierre, vas-y. Bon congrès à tous alors. Merci beaucoup. Merci. Pierre, merci.